Le grand dialogue. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Le grand dialogue. Monsieur, bonsoir, merci de nous rejoindre pour ce numéro du grand dialogue. Notre invité ce soir est Monsieur Djaba Diawara, il est candidat à l'élection présidentielle du 29 juillet prochain au Mali, sous les couleurs du Parti de l'indépendance, de la démocratie et de la solidarité PIDS. Avec moi sur ce plateau, pour co-animer ce débat, Mohamedou Touré. Le grand dialogue. Monsieur Djaba Diawara, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation pour cette émission. Nous sommes à quelques 19 jours de l'élection présidentielle. À l'heure qu'il est, quel est votre état d'esprit? Je suis vraiment confiant et je souhaite que nous ayons de bonnes élections, des élections régulières, des élections transparentes, des élections sur l'ensemble du territoire national. D'accord. Qu'est-ce qui a motivé votre candidature pour cette élection du 29 juillet? Je suis candidat à l'élection du président de la République du 29 juillet prochain. D'abord parce que j'estime que j'ai des choses à apporter à mon pays. J'ai un programme que j'ai élaboré, un programme qui comporte 107 propositions dont la mise en œuvre, à mon sens, peut permettre à notre pays de sortir de la situation calamiteuse dans laquelle il est plongé depuis septembre 2013. Ouais, je le disais, vous allez affronter aussi des gros candidats pour cette élection présidentielle. Quelles sont vos réelles chances de l'emporter? Pour moi, il n'y a pas de gros candidats, il n'y a pas de petits candidats. Je pense que le peuple malien connaît chacun des candidats et sait à qui il doit pouvoir faire confiance pour aider notre pays à sortir de cette situation. Et je pense légitimement que je fais partie de ceux qui peuvent apporter le plus au peuple du Mali en cette période difficile. Vous pensez que le peuple malien vous connaît? Vous ne me connaissez certainement pas, mais le peuple malien, je pense, me connaît bien. D'accord. Puisque j'ai un parcours administratif et un parcours politique que vous ignorez, mais que beaucoup de Maliens connaissent. Je n'ignore pas que vous êtes là pour vous adresser au peuple malien. Oui. Moi, je pose seulement les questions. Oui. Alors, en quoi le peuple malien vous connaît? Le peuple malien me connaît parce que j'ai été d'abord ministre de la fonction publique et du travail en 1991-92. J'ai été ministre de la réforme de l'État en 2011. J'ai été secrétaire général de l'Union soudanaise RDA en 1997 et je suis président du PIDS depuis 2001. J'ai participé donc à plusieurs gouvernements. Mon parti a été représenté à l'Assemblée nationale et je pense avoir eu un parcours administratif par les nombreuses fonctions que j'ai occupées qui ont donné l'occasion à beaucoup de Maliens de me connaître et aussi, je pense, d'apprécier ce que j'ai fait pour ce pays. Ça, c'est les postes que vous avez occupés. Mais qu'est-ce que vous avez fait? Quels sont les acquis? Les acquis, quand je suis arrivé au ministère de la fonction publique, c'était juste après la révolution du 26 mars 1991. Nous avions fait à l'époque un recensement des jeunes diplômés sans emploi et nous avions trouvé 14 000 jeunes diplômés sans emploi. À la fin de la transition, on avait réussi à créer des emplois pour 10 000 de ces jeunes diplômés sans emploi. Et je pense avoir travaillé pendant toute ma carrière à consolider l'état de droit au Mali. J'étais secrétaire général du gouvernement, j'ai été conseiller à la Cour suprême, à la section constitutionnelle de la Cour suprême, et j'ai été ministre de la réforme de l'État. J'ai été président de la commission pour la réflexion sur la consolidation de la démocratie au Mali et j'ai déposé un rapport que beaucoup de Maliens ont lu. Et ces réformes étaient en train d'être mises en œuvre quand est survenu le coup d'État du 22 mars 2011. Est-ce que ces acquis sont-ils suffisants pour que vous prétendiez à diriger le Mali? Je le pense parce que beaucoup ne peuvent pas se prévaloir de tels acquis. En tout cas, moi, je pense avoir toute ma vie servi loyalement et de manière responsable le peuple du Mali.
Et je pense avoir servi l'État avec compétence, dignité et intégrité. Et je pense que cela me donne le droit de me présenter à l'élection du président de la République. Quel est votre point de vue sur l'accord de paix et de réconciliation nationale? La première de mes propositions, c'est de construire une alternative crédible à l'accord pour la paix et issu du processus d'Alger. Ça veut dire que vous trouvez que l'accord actuellement n'est pas crédible? Et comme toute l'opposition à l'époque, nous avons estimé que nous aurons souhaité un autre accord pour le Mali. Donc l'accord d'Alger n'était pas bon pour le Mali. Et la preuve a été donnée parce que cet accord n'a apporté ni la paix ni la réconciliation au Mali. Mais qu'est-ce que vous reprochez concrètement à cet accord? Ce que je reproche principalement à cet accord, c'est que cet accord va entraîner la partition de notre pays. Cet accord va instituer dans notre pays le communautarisme. Cet accord ne peut ramener, comme je vous l'ai dit, ni la paix ni la réconciliation. Parce que cet accord, comme les accords qui l'ont précédé, l'accord de Tamanrasset de 1990, le pacte national de 1991 et l'accord de 2006 contiennent des dispositifs et des dispositions qui n'ont pas permis au Mali de retrouver la paix. De retrouver la paix. Et ce que je reproche fondamentalement à cet accord, c'est que cet accord est bâti sur l'idée que la décentralisation poussée, comme certains le prétendent, jusqu'à la régionalisation peut être la solution à ce problème. Moi, je trouve que le problème du Nord, son principal enjeu, c'est un enjeu de pouvoir. Et cet enjeu de pouvoir ne peut pas trouver sa solution dans le cadre d'une simple décentralisation, quelque poussée qu'elle soit. Oui, cet accord, quand même, on le sait, a été conclu presque sous la pression de la communauté internationale qui voudrait coûte que coûte la paix au Mali. Est-ce que si vous êtes élu président de la République, aurez-vous le courage, la force de vous départir de ces forceps de la communauté internationale? J'annonce clairement dans mon programme que je négocierai avec la communauté internationale. Je vais négocier avec la communauté internationale, bien sûr. Mais ce que je veux faire d'abord, c'est organiser un dialogue inclusif malien. Un dialogue inclusif malien que je dénomme Conférence nationale spéciale pour le renouveau du nord du Mali. Et je pense que le partenaire ne peut pas faire obstacle à l'organisation d'une telle conférence si on arrive à les convaincre que cela peut apporter une solution au problème qui est posé depuis très longtemps. L'opposition a toujours réclamé en vain qu'il y ait un dialogue inclusif intermalien pour que chaque Malien puisse avoir l'occasion de donner son point de vue sur la solution qu'on peut apporter à ce problème. Et l'opposition n'a jamais été entendue. Donc moi, je mettrai en place une commission qui va préparer ce dialogue inclusif intermalien que je dénommerai Conférence nationale spéciale sur le renouveau du Nord Mali. Pourquoi le renouveau du Nord Mali et le centre du pays et le sud? Vous parlez de conférence nationale? Oui, parce que le thème principal de cette conférence-là, ce sera le renouveau du Nord Mali. Pourquoi le renouveau du Nord Mali? Parce que les questions essentielles qui seront traitées vont porter sur l'ensemble du territoire, vont concerner tout le pays. Parce que j'ai dans mon programme de réaliser ce que j'appelle le renouveau de l'État. Et dans ce renouveau de l'État, il y a une partie spéciale qui est consacrée au renouveau du Nord Mali. J'entends par le renouveau du Nord Mali, c'est-à-dire qu'une nouvelle manière d'organiser l'administration du territoire, l'organisation politique du Nord Mali. J'entends par renouveau du Nord Mali la possibilité de créer les conditions pour que les groupes armés, signataires ou non de l'accord issu du processus d'Alger, puissent entrer dans une nouvelle dynamique de paix et de réconciliation et qu'on puisse ensemble trouver la solution pour un renoncement aux armes et au terrorisme et qu'on puisse dessiner le nouveau Mali, c'est-à-dire que le nouveau Mali politique, le nouveau Mali administratif. C'est pourquoi je parle principalement du renouveau du Nord Mali. La situation au centre n'est-elle pas aussi spéciale que celle du Nord? C'est pourquoi j'ai dit que je vais inviter tous les groupes armés, signataires ou non, de l'accord issu du processus d'Alger pour prendre part à ce dialogue inclusif intermalien. Donc c'est dire également que ceux qui sont actuellement, qui occupent actuellement le centre du pays seront conviés à cette conférence et auront à faire valoir
leur point de vue sur la situation de leur zone. Vous dites que l'opposition a dénoncé. Vous-même, Daba Diawara, candidat à la présidentielle, qu'est-ce que vous avez dénoncé? Moi, j'ai dénoncé, j'ai fait une déclaration. Mon parti a fait une déclaration avant la signature même de l'accord. Quand nous avons eu en mai le projet que le gouvernement s'apprêtait à signer, nous avons relevé que cet accord ne peut pas être conclu dans les conditions dans lesquelles le gouvernement voulait le faire. Parce que le projet qui nous a été présenté comportait de nombreuses dispositions qui violaient la Constitution d'une part. Et le gouvernement... Pouvez-vous nous citer quelques-unes de ces dispositions? Mais ces dispositions ont fait l'objet d'une déclaration que j'ai publiée en son temps. Revenez, le peuple malien vous écoute. Pour parler de manière très simple, c'est-à-dire que l'accord contient des dispositions qui sont contraires à la Constitution. Comme quand on décide, par exemple, de créer une sorte comment on appelle, de communautarisme au sein de notre État. Quand on dit que, par exemple, les forces armées seront constituées sur une base ethnique, quand on dit que l'Azawad, ou je ne sais pas, on parle de l'Azawad comme une zone politico-administrative, quand on viole la Constitution également, quand des membres d'un gouvernement, même pas le gouvernement, parce que nous avons eu l'occasion d'apprendre par la suite que ni le gouvernement, ni l'Assemblée nationale n'ont été associés à la signature, à la négociation et à la signature de cet accord. Donc les dispositions qui sont dans cet accord-là, aucun gouvernement du Mali n'a compétence pour mettre ces dispositions en œuvre. Vous avez vu que tous les accords qui ont été signés, que ce soit l'accord depuis 1990, ces accords ont toujours été négociés par le ministère de l'administration territoriale. C'est la première fois que le Mali s'engage dans un processus où la négociation est conduite par le ministère des Affaires étrangères, ce qui lui donne un étrange allure d'accord international alors qu'il n'en est pas un. Donc, j'ai fait un exposé où j'ai développé sur environ 5 pages tous les points que j'ai relevés et qui sont des violations flagrantes de notre Constitution. Et depuis 1990 à nos jours, plusieurs accords de paix et de réconciliation ont été signés, mais presque aucun n'a abouti. Par quel coup de bâton magique, M. Diawara, vous allez remédier à ce problème? Non, je ne le ferai pas par un coup de baguette magique. Je vous l'ai dit que je vais organiser un dialogue inclusif intermalien. Il y en a eu, les dialogues. Oui, il y en a eu des dialogues, mais pas les dialogues dans le sens ou dans la forme que moi je vais lui donner. Parce qu'à l'époque, vous parlez de dialogue, quand il y a eu un dialogue, en tout cas pas à la signature de cet accord d'Alger. Il y a la conférence d'entente nationale. C'était après. C'était après la signature de l'accord. Oui. C'est un dialogue. Oui, mais c'était après la signature de l'accord. Mais qu'est-ce que vous allez proposer qui sera différent, qu'on n'a pas pu obtenir lors de cette conférence d'entente nationale? Moi, je vous ai dit que le principal enjeu du problème du Nord, c'est un enjeu de pouvoir. Un enjeu de pouvoir que des gens ont pensé pouvoir résoudre avec la décentralisation. La décentralisation, comme nous l'avons tous appris à l'école, suppose deux choses. Pour que le Malien lambda puisse comprendre. Quand vous dites enjeu de pouvoir, que voulez-vous dire par là? Mais enjeu de pouvoir, nous sommes en face des gens qui veulent exercer le pouvoir dans les zones où ils vivent. C'est clair là? Mais honnêtement, M. Diawara, oui. Dans le nord du Mali, il y a aussi un véritable problème de développement socio-économique. Bien sûr qu'il y a un problème de développement. C'est pourquoi je propose également que la conférence nationale spéciale pour le renouveau du Mali se prononce sur des mesures que je vais proposer et qui vont consister à la mise en place de ce que j'appelle un minimum national partagé. Un minimum national partagé dont l'ambition est de réduire les écarts de développement entre les différentes régions du pays sur une durée de 5 ans. La corruption, le clientélisme gangrènent la scène politique malienne et même la société. Si vous êtes président de la République, comment allez-vous lutter contre ces fléaux? J'ai 2 propositions majeures dans mes 107 propositions. La première, je vais prendre une loi sur la transparence de la vie publique. Une loi sur la transparence de la vie publique qui va exclure la possibilité pour certains citoyens
d'accéder à certaines fonctions à cause de leurs liens d'alliance ou de parenté avec certains hauts responsables de l'État. Je vais prendre des mesures pour réduire le train de vie de l'État. Et je vais lancer ce que j'appelle un programme pour le renouveau de l'État du Mali. Dans ce cas, quelqu'un dont le père est le Premier ministre ne peut pas travailler à la primature. Et ces fonctions feront l'objet, je vous ai dit, d'une loi. Vous savez comment on fait une loi? Je suppose que vous le savez. Je vous l'ai dit. Voilà, ce n'est pas moi que vous devez convaincre, c'est le peuple malien qui vous écoute. Oui, que vous devez convaincre. donc je vais interdire que le Premier ministre puisse avoir dans son cabinet son fils comme conseiller ou comme chargé de mission. Mais est-ce que ce n'est pas une discrimination? Non. Même s'il est compétent, ses fils? Non, s'il est compétent, il peut servir ailleurs. Il peut servir ailleurs. Mais il y a dans tous les pays du monde, c'est-à-dire qu'on prend les dispositions pour que des gens ne puissent pas exercer un certain nombre de fonctions. Vous avez vu l'exemple d'un pays européen où des gens avaient pris l'habitude d'utiliser leurs épouses, leurs conjoints et leurs enfants comme assistants parlementaires ou autres. Donc il y a eu une loi qui est intervenue pour interdire par exemple cela. C'est ce que vous allez faire au Mali? Non, je n'ai pas dit cela. J'ai pris l'exemple pour montrer qu'il est possible de faire cela tout en restant dans le respect de la démocratie et dans le respect de l'égalité de tous les citoyens devant le service public. Sur le plan économique, on sait que le Mali est la troisième locomotive économique de l'espace IOMOA, avec peut-être une croissance d'environ 6%, mais cette croissance est inégalement répartie. Comment remédier à cela quand on sait que le Mali est un principal exportateur du coton, de l'or, mais 2% seulement du coton est transformé sur place? Alors comment consolider les tissus économiques du Mali? Comment consolider le tissu économique du Mali? Je prévois de renforcer la base industrielle d'abord du pays. Et dans cet effort qui sera engagé, il y aura donc la transformation. Il y aura une importante partie qui va concerner la transformation sur place des produits agricoles, dont principalement le coton. Et dans mon programme, il y a des points particuliers sur le développement de l'emploi à partir du développement de l'industrie. Donc je vais développer l'industrie, je vais créer une nouvelle base industrielle à partir de la transformation des produits agricoles et principalement du coton. Le manque de perspectives pousse des milliers de jeunes à traverser la Méditerranée pour espérer gagner une vie meilleure en Occident, notamment en Europe. Alors, comment lutter contre l'immigration clandestine au Mali quand on sait que le Mali est un gros pourvoyeur de main-d'œuvre quand même en Europe? Non. Comment lutter contre l'immigration clandestine? Je pense que si les gens s'en vont, ceux qui ne trouvent pas sur place les moyens de vivre. Donc, créons les conditions pour que les gens puissent avoir du travail ici, pour que les gens puissent avoir de bonnes conditions pour être en bonne santé, pour manger à leur faim et pour avoir des emplois. Et je pense que si ces conditions sont réunies, il y aura beaucoup moins de départs pour l'extérieur. Vous allez créer ces conditions si vous êtes élu président? Je crois. Vous croyez? Oui, je crois. Vous n'en êtes pas sûr? Non, je crois que je suis en mesure de le faire. D'accord, comment? Je vous l'ai dit que j'ai un projet en 107 points. En 107 points. Bon, ce projet comporte est réparti, disons, en différents chapitres. Bon, le premier chapitre, c'est ramener la paix et la sécurité au Mali. Le deuxième, c'est faire le renouveau de l'État. Le troisième, c'est créer de nouvelles perspectives pour l'emploi. Le quatrième, c'est développer l'économie de manière générale. Le point suivant, c'est accroître le bien-être des Maliens. Le point qui vient, c'est valoriser le capital humain. Donc je pense que la mise en œuvre des propositions qui sont contenues dans ces différents points nous permettront de créer une nouvelle situation dans notre pays. Justement, la mise en œuvre vous permettra. Mais comment allez-vous mettre en œuvre ce programme? Je mettrai en œuvre ce programme par les moyens que j'obtiendrai dans le cadre de notre système démocratique. C'est pourquoi, dès mon élection, je mettrai en place un gouvernement d'union nationale pour préparer les futures élections législatives. Et sur la base
sur cette base, j'obtiendrai une majorité à l'Assemblée nationale qui me permettra de mettre en œuvre mon programme. Déjà, vous pensez que vous allez obtenir une majorité à l'Assemblée nationale? Oui, je vous ai dit que je mettrai en place un gouvernement d'union nationale. Et mon ambition, c'est d'obtenir cette majorité-là. Et l'expérience politique de notre pays a montré que le président de la République est toujours porté par une majorité, un nouveau président de la République est toujours porté par une majorité qui se crée à l'Assemblée nationale pour son soutien, pour le soutenir. Vous dites j'obtiendrai des résultats à travers les moyens que l'État mettra en place. Mais vous êtes le président de la République. N'est-ce pas à vous de chercher les moyens? Mais si je dis l'État mettra en place, si je suis le président de la République, je suis le chef de l'État. Donc cela veut dire que c'est moi qui mettrai en place ces moyens. Vous avez un programme. Oui. Expliquez comment vous allez mettre en œuvre ce programme. Quels moyens envisagez-vous déjà? Je vous ai dit d'abord que je vais, pour avoir les moyens financiers, je vous ai dit que je vais réduire le train de vie de l'État. Actuellement, vous savez qu'il existe un énorme gaspillage au niveau des ressources publiques. Donc, je vais réduire le train de vie de l'État, d'une part. Je vais créer les conditions pour améliorer la croissance de l'économie. Avec les nouvelles ressources qui proviendront donc de ces différentes actions, je pense avoir les moyens de mettre en œuvre les positions qui font l'objet de mon programme. Vous avez parlé de moyens financiers. Est-ce le seul? Donc vous avez besoin justement je vous ai parlé déjà de moyens politiques. J'ai dit que je vais mettre en place un gouvernement d'union nationale et je vais chercher à obtenir une majorité à l'Assemblée nationale. Et je pense l'obtenir parce que la logique politique de notre système politique, c'est de donner une majorité parlementaire au président élu. Excusez-moi, parlant de la coopération, de nombreux pays du Golfe sont cités dans de nombreux rapports comme étant ceux-là qui ont financé ou qui continuent de financer le djihadisme dans le Sahel, notamment au Mali. Et peut-être que vous en savez quelque chose. Est-ce que vous, président de la République, auriez-vous le courage de parler franchement avec ces pétrodollars du Golfe pour qu'ils arrêtent de financer le djihadisme au Sahel? Mais moi, je pense que ça, c'est un devoir élémentaire pour chaque président de la République qui veut combattre le djihadisme. S'il estime, parce que c'est vous qui affirmez cela, s'il estime que ceux qui financent le djihadisme sont les pays du Golfe ou sont d'autres pays, bon, moi j'estime qu'avec la confiance du peuple malien, j'aurai la force et le courage de dire clairement à ses partenaires arrêtez ce que vous êtes en train de faire dans notre pays. Et qu'en sera de vos relations avec l'Algérie voisine? Les relations avec l'Algérie voisine sont des relations qui, normalement, seront des relations de bon voisinage. Mais elles sont tantôt chaudes, tantôt refroidies. Oui, mais ça, c'est dans toutes les relations humaines et les relations entre les États passent par ces différentes phases. Moi, je me tiendrai, je ferai en sorte que les relations entre l'Algérie et le Mali soient les meilleures possibles. Que proposerez-vous pour les jeunes et les femmes? Pour les jeunes, je vous ai dit que je vais créer une nouvelle dynamique pour l'emploi, ouvrir de nouvelles perspectives pour l'emploi, pour les jeunes. Et pour les femmes, Expliquez déjà, c'est-à-dire nouvelles perspectives pour les jeunes. Nouvelles perspectives pour les jeunes par la voie de l'emploi. Je mettrai l'emploi au cœur de l'ensemble des politiques publiques. Comment? Je compte investir, je compte mettre dans le projet de création d'emplois 10 à 15 milliards pour créer des emplois, pour favoriser la création d'emplois d'une part. Et je vais instituer une allocation chômage pour les primo-demandeurs d'emploi. Ce sont les mesures générales. Maintenant, les mesures particulières, l'emploi se développe, on crée l'emploi public et les emplois par le secteur privé. Pour l'emploi public, je prendrai des dispositions pour faire en sorte qu'aujourd'hui, la capacité que l'État a de créer des emplois soit améliorée par des mesures qui sont dans mon programme. Il y a quelque chose de totalement aberrant que nous vivons actuellement. C'est-à-dire que les médecins, par exemple, je prends l'exemple des médecins, les médecins sont soumis au concours d'accès à la fonction publique. Moi, je vais élever ce boulot. Tous les médecins qui ne pourront pas s'installer, qui n'auront pas envie de s'installer dans le privé, l'État pourra les recruter, soit directement dans la fonction publique de l'État ou dans la fonction publique des collectivités.
Pour les emplois publics. Tous les Toujours médecins. pour les emplois publics. Oui, Tous les médecins. Tous les médecins Est-ce que vous ferez la même chose pour tout le monde, pour les J'ai dit les médecins. Seulement? Pour les autres, je vais en venir. Pour les autres, aujourd'hui, à part les fonctions, disons, techniciennes, les fonctions d'ingénieur autres, tous les autres emplois de la catégorie A de la fonction publique, c'est le passage obligé pour y accéder, c'est l'École nationale d'administration. L'École nationale d'administration, telle que nous la connaissons depuis sa création, a procédé par an à pas plus de 100 recrutements. Et ça concerne l'ensemble des corps. Ça concerne les corps de l'administration générale, les inspecteurs des finances, les inspecteurs des impôts, les inspecteurs du trésor, les administrateurs des affaires sociales, tous les corps de l'administration générale. Le passage obligé aujourd'hui, c'est l'ENA. Et l'ENA ne recrute que, n'a pas recruté plus de 100 fonctionnaires par an. Donc ça, c'est un boulot d'étonnement extraordinaire qui n'existe dans un autre pays. Moi, je vais ramener l'ENA, je vais donner à l'ENA une autre vocation et ouvrir, sortir de la logique de l'ajustement structurel en ce qui concerne la création d'emplois. Donc, vous savez que notre pays s'engage ou est déjà engagé dans un processus de décentralisation qui, moi, je vais faire accompagner d'un vaste processus de déconcentration. Et nous savons tous que le Mali fait partie des pays aujourd'hui qui souffrent d'une sous-administration. Donc, il faut ramener l'administration malienne aux normes internationales admises en matière d'administration, et cela est possible par la création d'emplois publics. Donc, il existe la possibilité de créer des emplois publics. Vous allez me demander comment je vais financer ces emplois publics. J'ai dit par les fruits de la croissance d'une part et en réduisant de manière drastique le train de vie de l'État. Et pour les femmes? Pour les femmes ont aujourd'hui deux types de problèmes. Les femmes ont besoin de trouver leur juste place. Leur juste place dans l'exercice des fonctions politiques et dans le système administratif d'une part. Les femmes sont victimes aujourd'hui de nombreuses lois, de nombreux textes qui créent des injustices et qui les mettent dans une position d'infériorité. Donc, je tendrai d'abord à faire en sorte que plus de femmes puissent accéder aux emplois publics, que plus de femmes puissent accéder à des fonctions électives, et je combattrai toutes les violences et les discriminations dont les femmes sont aujourd'hui l'objet. La loi 050 qui accorde 30% des postes nominatifs ou électifs aux femmes est-elle également une injustice? Elle n'est pas une injustice. Elle n'est pas une injustice. Mais je pense qu'il est possible de faire plus et mieux. Parce que cette loi, vous savez très bien, et ça a été dénoncé à son temps, est contraire à la Constitution. Moi, je veux ancrer plus solidement cette pratique sur le plan juridique. Je veux lui donner une base plus solide. Et sur le plan agricole, le Mali a des potentiels agricoles, mais cependant l'insécurité alimentaire touche certaines régions, et cela depuis des décennies. Comment allez-vous booster la production agricole pour qu'on ne souffre plus de faim au Mali? Je propose une modification parce qu'aujourd'hui, tout ce qui se fait au niveau de l'agriculture trouve sa justification dans la loi d'orientation agricole. Donc, une de mes premières propositions, c'est de modifier, de relire, de procéder à une lecture de la loi d'orientation agricole pour créer les conditions d'amélioration de la production agricole. Amélioration de la production agricole en facilitant l'accès d'abord à la terre, en facilitant l'accès à l'eau, l'accès aux intrants. Et je pense que cela est possible et faisable. Et l'alphabétisation en milieu rural, par exemple? L'alphabétisation en milieu rural fait partie de mes propositions pour renforcer les possibilités d'emploi des jeunes ruraux. Donc c'est un point qui est bien pris en compte. Mais je l'ai présenté comme moyen d'améliorer l'employabilité des jeunes ruraux. Monsieur Diawara, irez-vous à Kidal pour la campagne présidentielle? Vous me donnez l'occasion de dire que pour moi, aujourd'hui, notre pays est divisé en trois parties. Il y a une partie que le gouvernement de Bamako contrôle, une autre qu'il est obligé de co-gérer avec les groupes armés, et une autre qui lui échappe totalement.
Et vous savez que pour se rendre à Kidal ou à Gao aujourd'hui, il faut avoir l'autorisation de la MINUSMA. Même le Premier ministre, pour aller à Kidal, a été obligé d'obtenir l'accord des groupes armés et se faire protéger par la MINUSMA. Si ces conditions sont réunies pour moi, j'irai à Kidal. Mais est-ce que cela ne viole pas un peu la souveraineté du Mali? Bien sûr, le fait que les Nations Unies décident, par exemple, du déplacement des membres du gouvernement. Mais cela va sans dire, là. Cela va sans dire. Êtes-vous d'accord? Non, je ne peux pas être d'accord. Mais vous l'acceptez? Je ne l'accepte même pas. Je ne l'accepte pas. J'ai subi cela. C'est pourquoi dans mon programme, quand je prévois une réorganisation du système de défense et de sécurité, c'est pour redonner la souveraineté entière sur l'ensemble du territoire à l'État malien. Il faut que l'État malien reste souverain sur l'ensemble du territoire. Que le Premier ministre n'ait plus besoin de négocier avec des groupes armés pour se rendre à Kidal. Que le Premier ministre n'ait plus besoin de la protection de la MINUSMA pour se rendre à Kidal. Donc je prendrai des dispositions pour renforcer les capacités opérationnelles des forces armées et de sécurité, d'une part. Je négocierai avec la MINUSMA un nouveau contrat qui sera différent, de ce que, du rôle que la MINUSMA joue actuellement ici. Vous savez également que notre pays aujourd'hui, dans notre pays, il existe 2 bases militaires françaises. Une base à Kidal, et une base plutôt à Tessalit et une base à Gao. Je vais négocier avec le gouvernement français le retour dans les girons du Mali de ces 2 bases. Donc c'est dire que c'est la situation actuelle de mon pays. Je pense que notre pays est aujourd'hui sous tutelle et je pense qu'il faut rendre indépendant, il faut redonner au Mali son indépendance. Et cela passe par ces mesures notamment. Mais avec quels moyens justement pour rééquiper l'armée malienne, lui donner une formation suffisante pour remplacer les forces internationales? Est-ce pour en 5 ans, par exemple, un mandat, un quinquennat est suffisant? Peut-être qu'un mandat n'est pas suffisant. Mais déjà, avec un mandat, on peut faire beaucoup plus que ce qui a été fait actuellement. Moi, je prends simplement un exemple. C'est-à-dire que pendant de longues années, tout l'armement malien provenait de l'ancienne Union soviétique. Depuis 1991, je n'ai pas souvenance, je ne me rappelle pas qu'une seule fois, un ministre de la Défense du Mali se soit rendu à l'Union soviétique pour continuer la coopération avec l'Union soviétique en matière d'armement. Toute la formation de notre armée était assurée par ces pays dont on disposait également des armements. Il se trouve que depuis, il y a une dichotomie. Les formations se passent dans les pays occidentaux sur des armements qui sont différents de ce que les gens utilisent sur le terrain, dont nous disposons. Et je pense que là, c'est une des principales causes de l'effondrement de notre armée. Donc vous êtes partisan du multilatéralisme quand il s'agit de l'armement, de la formation militaire au Mali? Mais bien sûr, parce que je dis simplement que nous devons pouvoir coopérer, avoir la liberté de coopérer avec toutes les puissances qui sont à mesure de donner force et vie à nos forces armées. Je vais continuer les efforts qui sont en cours pour mettre sur pied le G5 Sahel et pour lui donner vie et vigueur pour qu'à côté des forces armées, les forces interafricaines du G5 contribuent à assurer la sécurité de notre pays. Mais M. Diawara, le G5 Sahel est quand même financé par la communauté internationale que vous dénoncez maintenant. Est-ce que vous aurez suffisamment de moyens? Même l'Union africaine est financée par l'Union européenne. Dans ces carcans-là des relations internationales, est-ce que vous aurez suffisamment la main libre pour agir? Je ne dénonce pas la communauté internationale. Je dénonce certaines pratiques. Justement, ces pratiques sont persistantes. Est-ce que vous aurez le moyen de les surpasser? Bon, en tout cas, historiquement, il est arrivé un moment où notre pays, avec beaucoup moins de cadres, avec beaucoup moins de moyens, a eu le courage de prendre certaines décisions historiques pour donner au Mali une véritable indépendance, pour en faire, comme il le disait à l'époque, un État véritablement indépendant et souverain. Je pense que ce ressort n'est pas totalement cassé au Mali et que le Mali dispose encore de citoyens, d'hommes politiques engagés, des responsables de la société civile qui peuvent se battre pour obtenir
obtenir cela de nos partenaires. Le futur président du Mali peut contrôler l'armée malienne, mais pas la force du G5 Sahel, puisque ce n'est pas le Mali seulement. Je n'ai pas dit que je vais contrôler les forces, la force interafricaine G5 Sahel. J'ai dit que je vais contribuer à donner vie et vigueur à la force G5 africaine. Et cela, je pense que c'est le président de la République du Mali est en droit de le faire et est en possibilité de le faire. Monsieur Daba Diawara, vous êtes 24 candidats à la présidentielle. Qu'est-ce qui vous différencie, vous, des 23 autres? Ce qui me différencie de beaucoup de candidats, parce que je ne connais pas le programme des autres, beaucoup disent qu'ils veulent continuer à appliquer l'accord d'Alger. Moi, j'ai dit que le premier point de cette proposition, c'est de construire une alternative crédible à l'accord issu du processus d'Alger. Parce que je continue à croire que cet accord ne peut apporter ni la paix, ni la réconciliation au Mali. Et je pense qu'il faut absolument que les Maliens se rencontrent, que les Maliens se parlent pour dégager un nouvel avenir pour notre pays. Vous n'avez pas cherché à connaître le programme des autres, mais vous pensez avoir un meilleur programme. Je pense avoir un bon programme. Mais pas le meilleur. Je vous ai dit que je n'ai pas eu connaissance des programmes des autres. Donc vous ne les connaissez pas? Non, mais les autres sont en train de présenter leur programme. D'accord. C'est hier que le programme du candidat Soumaïla Cissé, par exemple, a été présenté. Bon, le programme du président actuel, je ne le connais pas, je n'ai jamais vu de programme. Donc moi, j'ai mon programme que j'ai présenté il y a une semaine environ. Bon, j'attends de voir le programme des autres. Êtes-vous concentré sur vous, votre programme, ou sur le Mali? Mon programme est centré sur le Mali. Donc en me concentrant sur mon programme, je me concentre sur le Mali. D'accord. Quelle va être la charpente de vos futures relations avec les pays voisins du Mali, par exemple, la Mauritanie, qui est aussi impliquée dans la lutte contre le djihadisme, mais qui est pour le moment épargnée par certains attentats? Non, je dis que concernant les pays voisins, je vais continuer la politique de bon voisinage qui a toujours été celle qui a été mise en œuvre par tous les gouvernements du Mali. Je vais continuer cette politique également avec la Mauritanie. Monsieur Diawara, serez-vous favorable à l'entrée du Maroc au sein de l'espace CEDEAO? Je n'ai pas de prévention particulière contre l'entrée du Maroc dans la CEDEAO. Mais géographiquement, c'est un pays du Maghreb, de l'Afrique du Nord. Oui, c'est un pays du Maghreb. Mais vous savez que c'est quand même un pays africain aussi. Un pays africain qui a disons pratiquement une frontière avec la Mauritanie. Donc ça peut être le prolongement de la Mauritanie. Et puis les relations économiques entre le Maroc et le reste de l'Afrique sont aujourd'hui en train de se développer à une telle allure que je ne vois pas un développement de l'Afrique de l'Ouest sans une participation ou une intervention, une participation considérable du Maroc à cet effort de développement. Allez-vous plaider pour le retour de la Mauritanie au sein de la CEDEAO? Moi, je suis partisan pour l'élargissement maximum de la CEDEAO. Et la Mauritanie a quitté la CEDEAO pour des raisons qui lui sont particulières. Et si je suis élu, je m'emploierai à faire en sorte que la Mauritanie puisse revenir au sein de la famille CEDEAO, qui est sa famille naturelle. Les médias sont un des principaux moyens pour pouvoir expliquer aux Maliens le contenu de votre programme. Pensez-vous bénéficier d'un traitement de l'information équitable du côté des médias lors de cette campagne? Les autres médias peut-être. Je dis bien les autres médias peut-être. Mais pas au niveau de l'audiovisuel public. C'est pourquoi une de mes premières mesures est de sortir l'audiovisuel public du giron de l'État. Je mettrai en place une autorité administrative indépendante qui sera chargée de gérer l'ORTM et qui sera chargée donc d'assurer au niveau de l'ORTM l'expression plurielle de l'ensemble des courants de pensée et d'expression, ce qui n'est pas le cas actuellement. Parce que comme vous le savez, les partis d'opposition ont toutes les difficultés du monde aujourd'hui pour avoir un accès équitable à l'ORTM. Avez-vous dénoncé ça quand vous étiez ministre? Je l'ai dénoncé quand j'étais ministre, je l'ai dénoncé actuellement, parce que mon dernier comité directeur national n'a pas été couvert par l'ORTM. Et j'ai écrit au ministre de l'économie numérique et de la communication
pour dénoncer cet état de fait et réclamer un accès équitable de tous les partis politiques à l'audiovisuel. Est-ce que ce n'est pas plus facile à dire qu'à faire, parce que tous les opposants, ils ont décrié le fait que les médias publics n'accordent pas de place. Une fois au pouvoir, ils font la même chose. Les médias publics ont toujours servi les pouvoirs en place depuis longtemps. Oui, je suis d'accord avec vous, sauf que mon cas est un peu différent, parce que j'ai eu la chance de diriger la commission de réflexion sur la consolidation de la démocratie. À l'époque, je n'étais pas dans l'opposition, j'étais dans le pouvoir. Et une de mes propositions phares, c'était justement de sortir l'audiovisuel public du giron du gouvernement, de permettre l'expression plurielle des courants de pensée et d'opinion sur l'audiovisuel public. J'ai préparé des projets de loi dans ce sens. Et n'eût été le coup d'État du 22 mars 2011, plutôt, ces propositions qui constituaient un projet politique cohérent auraient pu être mises en œuvre et créer une nouvelle situation au niveau de l'audiovisuel public. Et je l'ai fait quand je n'étais pas dans l'opposition. Monsieur Daba Diawara, si vous devenez le président de la République du Mali, quelles seront vos 3 premières décisions? La première décision, comme je vous l'ai dit, je vais former un gouvernement d'union nationale 1. Je vais mettre en place une commission d'éminents experts pour la préparation du dialogue inclusif intermalien pour la construction de l'alternative à l'accord issu du processus d'Alger. Troisièmement, je vais initier un projet de loi sur la transparence de la vie publique. D'accord, M. Diawara, il nous reste quelques minutes pour terminer ce débat. Et si vous ne passez pas au premier tour, pour qui allez-vous voter? Appellerez-vous à voter? Non, moi je suis assuré de passer au premier tour. Bonne chance. Et si vous avez un message à passer au peuple malien, ce serait lequel? C'est de dire au peuple malien de choisir le programme qui peut aujourd'hui sortir de notre pays et de la situation dans laquelle il se trouve. De choisir un homme dont l'intégrité, la compétence, l'expérience professionnelle lui permet d'avoir des idées pour guider le Mali, pour donner au Mali un nouvel avenir. C'est ce que je peux dire. Pensez-vous avoir ce programme et être cet homme? Je suis cet homme et j'ai ce programme. M. Diawara, merci. Merci. Voilà, mesdames, messieurs, c'est la fin de ce numéro de Grand Dialogue. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous rappelle que notre invité était Daba Diawara. Il est candidat à l'élection présidentielle du 29 juillet au Mali. Très belle soirée. À demain. Le Grand Dialogue. Le Grand Dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.